Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Des cendres et de l'électricité statique s'accrochaient à la haute atmosphère de Malarum, une brume amère laissée par la plus grande bataille que le secteur ait connue depuis une génération. Loin au-dessus de la courbe noircie de la capitale, les débris des stations orbitales brûlaient encore, de lents brasiers en spirale visibles même depuis la surface. Des coques brisées dérivaient, le métal tordu lançant des étincelles dans le vide. Le dernier vaisseau Valador planait à la limite de la zone d'engagement. Sa coque, déchiquetée et sombre comme un alliage calciné, ressemblait à un fer de lance anguleux et fracturé, tandis que deux pylônes jumeaux, étrangement immobiles, se dressaient en avant, tels les cornes d'un ancien bélier de siège, faiblement illuminés par une charge résiduelle sur ses flancs. De profondes entailles dues aux impacts cinétiques couvaient encore, et le blindage arraché exposait une structure interne calcinée. Malgré les dégâts, il maintint sa position, silencieux, calculateur, inébranlable. Les forces du Conseil, ensanglantées et dispersées, se regroupèrent avec une fierté mesurée. Les croiseurs de combat Krav X formèrent une phalange lâche, leurs coques allongées rougeoyant sous la chaleur dégagée. Leur esthétique était d'une élégance martiale, des vaisseaux forgés comme des épées, élancés et prédateurs, désormais abîmés et laissant échapper des vapeurs de liquide de refroidissement. Les destroyers Uderi, compacts et insectoïdes, dotés de bulbes de capteurs arrondis et de cônes de propulsion triple, planaient en cale adaptative, formant des toiles périphériques dans un silence calculé. Plus loin, les bombardiers Varun se dressaient tels de grotesques créatures marines, leurs ventres gonflés frémissant d'énergie basse fréquence tandis que leurs larges ailes semi-translucides ondulaient sous le rayonnement déclinant. Le redoutable vaisseau demeurait immobile. Puis, sans prévenir, son noyau pulsa d'un rouge profond. Une fois. Sur le champ de bataille, l'électricité statique déferla. Les vaisseaux du Conseil restèrent hors service pendant une demi-seconde. Juste assez pour que chaque capitaine se raidisse, que chaque artilleur tente instinctivement d'activer la commande manuelle. Mais ce n'était pas une attaque. C'était un adieu. La lance fracturée se tordit de manière impossible, se brisant en plaques hexagonales qui se replièrent vers l'intérieur et disparurent. Pas d'éclair hyperspatial, pas de sillage. Il disparut simplement d'un souffle à l'autre. Un à un, les vestiges épars de la flotte Validor suivirent, les rares encore mobiles, se retirant en silence, leurs mouvements précis, prescrits, chirurgicaux. Ils ne s'enfuirent pas dans le chaos. Ils se retirèrent successivement, telle une main se serrant en poing juste avant de disparaître dans l'ombre. Pas de signaux de détresse, pas de charges finales, pas de message de défaite, juste l'absence et le silence. De l'autre côté de la ligne de front, les capitaines du Conseil restant hésitaient, attendant, se demandant s'il s'agissait d'une autre tactique, d'un piège. Mais aucune seconde vague n'arrivait, seulement des débris à la dérive et le faible bourdonnement douloureux des systèmes défaillants. Puis, lentement, les communications reprirent. Victoire confirmée. Maliram était toujours debout. Et sur ce, les communications commencèrent. Victoire confirmée. Maliram était toujours debout. Et sur ce, les célébrations commencèrent. À la surface, des acclamations retentirent depuis la place d'Atalos, lorsque la première formation passa au-dessus. Des hologrammes de bannières de victoire scintillaient sur les gratte-ciel, projetant les symboles de l'unité du Conseil. La crête en spirale du Krav X, la fractale géométrique de l'Udari et le sceau à trois yeux du Varun. Les drapeaux flottaient dans un vent artificiel. La foule rugissait d'exultation. Des colonnes d'infanterie blindée défilaient au cœur de la capitale, flanquées de bannières et de drones. Les soldats Krav X marchaient avec une précision chirurgicale,
Leur exo-armure en platine incrustée de plaques bestiaux d'absorption cinétique. Des épaulettes à pointe surplombaient par leur tête, telles des ailes de cérémonie. Leurs visages, longs et anguleux, étaient couverts de masques complexes gravés de prières guerrières. Les Udaris suivaient, plus minces, les bras articulés terminés par des griffes triples, se déplaçant avec une élégance synchronisée. Chacun portait un bâton protocolaire pulsant de plasma contenu, plus ornement qu'arme. Les varons suivaient d'un pas lourd, imposant quadrupèdes recouverts de chitine irisée. Leurs crânes allongés pulsaient d'une fierté bioluminescente, chaque pas faisant trembler le béton armé en dessous. Depuis les balcons, de hautes dignitaires s'adressaient à la foule. Le conseiller Vosek, un crave X à la peau argentée tendue sur des crêtes osseuses allongées, leva les bras. « Ce jour est venu pour la galaxie de retrouver la paix », déclara-t-il. La menace Valador a été éteinte. Une acclamation retentit comme un tremblement de terre dans la capitale. Des confettis jaillirent des nacelles de drones. Les trompettes, synthétisées dans les grandes salles, du ministère de la Culture de Meliram, résonnaient dans le ciel en une résonance festive. Bien au-dessus des festivités, dans le silence de la station orbitale Rhenex Theta, l'amiral Jonas Phoenix se tenait seul dans une étroite baie d'observation, aux murs spartiates et sans décoration. Pas de bannière, pas de médaille, juste du verre, de l'acier et la lente rotation de la planète en contrebas. Il portait un uniforme gris foncé, propre, sans décoration, utilitaire. Pas de galon de commandement, pas de galon de cérémonie. Sa présence sur la station était considérée comme un statut d'observateur, une formalité diplomatique accordée au commandement de la défense humaine pendant l'effort de guerre. Il n'avait parlé à aucun membre du Conseil depuis des jours. Dans sa main, un écran compact clignotait silencieusement. Des lignes de données défilaient sur l'écran en temps réel, les chiffres se déplaçant trop subtilement pour un œil non averti. L'interface humaine présentait des incohérences. Pas dans les capteurs du Conseil. Ceux-ci avaient depuis longtemps démenti la propreté du champ de bataille. Non, il s'agissait de signaux humains réglés pour détecter des distorsions hors des signatures connues. Jonas tapota une fois, affichant une source secondaire. Des schémas de déplacement sous-spatial faibles, chaotiques et localisés en 3 points à l'extrémité du système. Un seul pic ne susciterait aucune inquiétude. 3 alignés selon un vecteur triangulaire, à quelques minutes d'intervalle. C'étaient les empreintes de quelque chose de répété. Il ne scia pas. Il se contenta de composer un appel crypté sur un seul canal. Un instant passa. Puis une voix se fit entendre, basse et familière. Le lieutenant Marlowe Vega, stationné à bord de l'Eidolon, une frégate de reconnaissance surveillant la frontière du système. « Amiral », confirma-t-il. « Fracture triphasée, alignement triangulaire. » Pas naturel. Cerberus avait raison. Jonas ne répondit pas immédiatement. Son pouce planait sur l'écran tandis qu'il observait une 4e signature se former. Faible, mais avec les mêmes variations fluctuantes sous le ciel de Melaram, doré par des aurores boréales artificielles, le Crevex lança depuis une orbite basse un feu d'artifice déferlant en rubans symétriques saillants et cramoisis. Des chants de foule résonnèrent dans les rues de la ville. Des enfants extraterrestres dansèrent en cercle. Des drones creux capturaient chaque angle pour le redistribuer à travers le réseau de communication du noyau galactique. À l'intérieur de Rhenex Theta, Jonas restait immobile. Ses yeux ne suivaient pas le spectacle lumineux. Il regardait au-delà de la lune de Souternus, dans l'obscurité. Sur le flux vidéo, l'un des motifs de phase irréguliers s'éteignit, puis réapparut, puis pulsa. Jonas se tourna et s'avança vers la console éloignée. Il ne donna aucune commande. Il se contenta de fixer du regard. Derrière lui, des techniciens examinaient pour les rapports d'après-bataille, inconscients de la tempête silencieuse qui couvait dans les yeux de l'humain. Il ferma l'écran et ne dit rien. Une explosion de données cryptées pirata le nœud relais de la station Argonne, officiellement déclassée 10 ans auparavant,
devenu un fantôme tourbillonnant dans la ceinture de l'Artan. Son réseau de communication cligna une fois, reçut la transmission et transmit la charge utile via une ligne quantique à bande étroite, enfouie sous le réseau de surveillance du Conseil. Le paquet ne contenait ni un signe, ni identifiant d'expéditeur, juste une chaîne de vecteurs et une signature froide. À bord d'un esquive de maintenance se faisant passer pour un navire d'inspection Udari, l'agent Lionel Graves jeta un coup d'œil à l'écran de son poignet lorsque le signal s'alluma. L'agent Lionel Graves jeta un coup d'œil à l'écran de son poignet lorsque le signal s'alluma. Son visage, ridé et inexpressif, ne bougea pas. Il était assis en face de deux ingénieurs Udari en pleine conversation, tous deux inconscients. Insectoïdes bipèdes imposants. Les expressions faciales des Udari étaient subtiles. Micro-mouvements de leurs mandibules, variations des vibrisses qui tapissaient leurs joues. Aucun des deux ne remarqua le regard de l'humain se tourner vers l'écran. « Diagnostic terminé », dit Graves à voix haute, debout. « Vos systèmes de filtration fonctionnent de manière sous-optimale. Envoyez quelqu'un avec une carotteuse de précision. » Sans attendre de réponse, il se retourna, franchit le sas extérieur du pont du hangar et disparut dans le vide. 2 heures plus tard, le même signal parvint à Jonas Phoenix via un canal secret acheminé via des fréquences commerciales civiles. Il le reçut à bord d'un transport diplomatique amarré dans les étages supérieurs du couloir orbital de Melaram. Pendant la majeure partie de la galaxie, la Terre n'était qu'une plaque tournante logistique, rien de plus qu'une espèce qui livrait des caisses, pas des conséquences. Les humains étaient entrés sur la scène galactique tard et sans cérémonie, après que le 5e accord ait déjà tracé des frontières et établi une hiérarchie. Ils étaient tolérés pour leur efficacité en matière d'architecture, de chaînes d'approvisionnement et de simulation tactique, mais on ne leur faisait pas confiance pour le commandement stratégique. Leurs représentants étaient rarement invités au conseil de guerre. Leurs navires étaient considérés comme obsolètes et leurs amiraux comme inutiles. Leur présence à Meliram avait été présentée comme une courtoisie diplomatique, un geste, et non un partenariat. Mais derrière les visages souriants et les sièges vides, la Terre était en effervescence. Dans des dizaines de postes du Conseil, des agents humains intégrés se faisaient passer pour des employés, des techniciens, des agents d'assainissement. Certains géraient les manifestes de fret, d'autres nettoyaient les noyaux électriques. Chacun d'eux passait inaperçu dans des sociétés qui mesuraient la valeur à l'âge, à la taille, à la luminescence de la peau ou à la hauteur de la voix. Des indicateurs que les humains n'avaient ni le temps ni l'envie de comparer. Chaque semaine, des données affluaient de leur position. Journaux de trafic, programmes de maintenance des vaisseaux, relevés de fluctuations énergétiques. Rien de tout cela ne semblait suspect, car rien ne l'était, jusqu'à ce que tout soit mis en place. Le réseau de renseignement terrestre était un patchwork d'ombres, cousus ensemble par la bureaucratie même qui les excluait. Les stations d'outils Rayum, les avant-postes Vocari et même les cales sèches phares de Crevex utilisaient tous des variantes du même système d'inventaire open source, adapté au fil des décennies par des sous-traitants. Efficace, simple, il avait été développé par une équipe de développement basée à Recife, sur Terre. Au cœur de ce code se trouvaient des sous-programmes d'observation, des enregistreurs passifs qui guettaient les anomalies invisibles à la plupart. Aucune n'était transmise en temps réel. Ce serait trop facile à détecter. Au lieu de cela, elles étaient compressées, chiffrées et transitaient par des robots de maintenance, des récupérateurs de mémoire par satellite et des robots de messagerie défaillants. L'information trouvait toujours un moyen de se frayer un chemin. Lorsque le Valador s'est retiré, les analystes du Conseil ont célébré leur victoire. Les analystes humains, en revanche, ne l'ont pas fait. Les données ne correspondaient à aucun comportement de reddition, aucune dégradation de la diffusion, aucune signature thermique de surchauffe du réacteur, aucune trajectoire de vol erratique, aucune confusion dans les vecteurs d'essaim. Au lieu de cela, le Valador s'était replié avec une discipline militaire.
chaque vaisseau suivant un motif géométrique en treillis suggérant une préparation et non une défaite. Sur le pont inférieur de l'Elchid, enfoui dans un transporteur de ravitaillement camouflé en orbite autour de la colonie minière Tel Rosfim, le commandant Ézéchiel Ramirez examinait les données en silence. L'équipage du vaisseau ignorait qui il était. Pour eux, il n'était qu'un simple presse-papier vérifiant les quotas de minerais. La porte de ses quartiers se referma derrière lui. Il saisit un code secondaire sur un simple panneau analogique fixé au mur. L'écran s'alluma en émettant une impulsion. Le message était court. Protocole Cerberus activé. Début de la mobilisation. Rendez-vous. Ligne d'ombre sous Terne. De l'autre côté de la galaxie, au plus profond des cavernes glacées du Rosary Drift, Kazuo Ishikawa était assis dans une chambre de simulation encastrée dans la coque du Yamato. Il était entouré de manuels et de cahiers. Ses doigts s'étaient tachés d'encre, et une tasse de thé froid, intacte, reposait à ses côtés. La simulation s'interrompit. Une lumière verte clignota sur la console supérieure. Kazuo se leva. « Plus d'exercice », marmonna-t-il. Lars Petrovitch reçut le même signal à bord du Tesla, un vaisseau de reconnaissance furtif actuellement amarré à un relais de communication du Dari. Il se faisait passer pour un inspecteur logistique. Le technicien Udari chargé de l'assister, un homme imposant nommé Grasktoon, se plaignait de lectures de masse incohérentes dans leur module de chargement arrière. Lars hocha la tête, fit quelques suggestions générales, puis s'excusa pour soumettre des ordres de recalibrage. Dès qu'il entra dans la chambre de liaison privée, il retira les gants de son uniforme, révélant les implants dermiques en dessous. Il toucha l'interface une fois, et les lumières s'allumèrent. Cerberus confirma. Son sourire était crispé et bref. Samir Jalili était déjà en avance sur le planning. Depuis la passerelle du Saladin, un cuirassé dragué et classé comme déclassé dans les archives du Conseil, Samir supervisait la phase finale de modernisation du blindage. Les ingénieurs travaillaient dans un silence absolu. Pas d'IA, pas d'outils automatisés. Chaque système devait être analogique. Chaque interface devait être protégée contre les intrusions. Il parcourut le pont de commandement, accompagné de l'ingénieur en chef Farah Nouri, inspectant les réseaux de ciblage manuel et les circuits d'armes à commutation physique. « Nous sommes en retard sur la stabilisation inertielle », annonça Farah, l'accent franc, le regard concentré. « Compensons avec un calibrage du contrepoids. Renforçons le couplage gyroscopique avec un treillis en titane et prions pour que le recul ne nous coupe pas en deux. » Elle esquissa un sourire. « Compris. » Sa console de commande clignota. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir. « Ils l'ont activé, dit-il. »« Cerbère ?» Samir hocha la tête. « Activez les boucliers thermiques. Nous quittons l'orbite dans l'heure. » Sur Meloram, dans la même plateforme d'observation silencieuse qu'auparavant, Jonas Phoenix se tenait dans l'obscurité, observant la rotation de Souternus à la limite du système. Une seule lumière clignota sur son écran portable. Il tapota l'écran et un symbole apparut. 3 cercles concentriques, chacun marqué d'un emblème différent. L'un d'une branche navale terrestre disparue, l'autre d'une compagnie logistique fantôme basée en orbite martienne, et le dernier du corps expéditionnaire humain originel. Basé en orbite martienne et issu du corps expéditionnaire humain d'origine Cerberus actif, aucun autre contact n'initie le positionnement final. Jonas ne cligne pas des yeux, il se détourne des étoiles et parle en code à travers l'acier et le silence, à travers le vide. Quelque chose d'ancien commence à s'agiter dans les anneaux de glace de Suturnus. Les coques noires des cuirassés prennent vie, des titans silencieux se réveillant d'années d'hibernation artificielle. Les noyaux énergétiques vrombissaient. Les coques grondaient, tandis que les systèmes se réchauffaient sous l'acier froid. Les ancres gravimétriques se désengageaient. Ils n'avaient ni transpondeur, ni noyau d'IA, ni signature thermique visible. Ils étaient invisibles pour le Conseil, mais pas pour Phoenix. Debout au-dessus de la console, il observait l'alignement en cours.
Personne d'autre sur la station orbitale ne remarqua la transmission. Personne n'a remarqué la fluctuation de puissance ni la brève pulsation lumineuse dans le coin le plus éloigné du système. Personne n'a remarqué Jonas Phoenix murmurer les derniers mots de la journée dans un canal mort. Qu'il fait ça? Quand le rideau tombera, c'est nous qui tiendrons le couteau. Les pinces hydrauliques sifflèrent. Le dernier couloir était scellé sous 30 mètres de schiste et de basalte gelé. Tout en bas, le Dreadnought Saladin se déclencha, un sous-système à la fois. Pas d'éclairage interne, pas de carillon d'IA, juste un bourdonnement froid et ascendant qui résonnait dans la coque comme une créature sortant d'hibernation. Dans la soute à armes, des techniciens couverts de graisse, vêtus de combinaisons isolantes, ajustaient les supports magnétiques du logement du canon principal. L'arme était plus ancienne que la plupart des flottes du Conseil. Un projecteur de masse monté sur la colonne vertébrale, alimenté par 2 aimants gravitationnels. Noyau suspendu en rotation libre, le boîtier avait été dépouillé du vernis céramique et réassemblé avec des brides de dispersion de chaleur conçues à la main près de la chambre du noyau. 2 ingénieurs synchronisent manuellement la matrice de tir à l'aide d'une paire de commandes à manivelle analogique. Le puits du générateur tient, annonça l'ingénieur en chef Farah Nouri, la voix tendue dans le com. Nous avons atteint la pleine charge sur les 2 unités de confinement. Vérifiez à nouveau la ventilation du recul, répondit Samir Jalili depuis le pont de commandement. Si les vannes de purge se bloquent en cours de décharge, nous vaporiserons la section arrière au premier tir. Compris. Purge manuelle déjà programmée. Samir se tenait à la console principale, les bras croisés. Autour de lui, son équipage de passerelle évoluait avec détermination. Peu de mots, pas d'excès. Le Saladin était une relique, à tous égards. Pas de guidage automatique, pas de système de tir et d'oubli. Pas d'algorithme de guidage, pas de tir et d'oubli. Juste des mains, des calculs et de l'instinct. Chaque mouvement, calculé par l'instinct humain. De l'autre côté de la même lune, caché dans une tranchée naturelle creusée par des siècles d'érosion gravitationnelle, le Yamato attendait dans l'obscurité la plus totale. Le capitaine Kazu Ishikawa, assis en tailleur dans l'alcôve des opérations auxiliaires, feuilletait un manuel usé imprimé sur de vieilles feuilles de polymère. Il tournait chaque page en silence, ses yeux parcourant les formules mathématiques et les équations de saut avec un calme méthodique. Le système de saut tactique sur lequel reposait le Yamato était unique, non stabilisé par des points d'ancrage conventionnels, mais calibré pour replier l'espace entre des puisses gravitationnelles instables. Une manœuvre interdite par toutes les espèces du Conseil en raison de sa volatilité. La Terre n'avait jamais ratifié cette interdiction. Un léger carillon résonna dans la chambre. « Capitaine » dit la voix de l'enseigne Pavel Markovitch, calme mais pressante. Dérive du capteur ajusté. La navigation confirme le vecteur d'alignement pour le delta du modèle de saut. Kazuo ne leva pas les yeux. Laissez les moteurs froids. Je veux d'abord cartographier le saut à sec. Pas de déplacement avant confirmation de Saladin. Oui, monsieur. Depuis l'orbite, les lunes de Souternus ressemblaient à de la roche morte. Rien ne bougeait. Aucun signal. Aucune poussée de chaleur. Juste le silence. Mais sous la croûte, des formes titanesques sommeillaient. Des vaisseaux taillés non pour l'élégance mais pour la survie, chacun marqué des stigmates des rénovations successives, reconstruits par des mains humaines sans souci d'esthétique, avec des coques redondantes, un double blindage magnétique, des systèmes internes de cycle d'oxygène conçus pour une commande manuelle par l'équipage, et tous éveillés. Sur la face cachée de la 6e lune, le Tesla, le cuirassé de Lars Petrovitch, vibrait d'une énergie silencieuse. Le vaisseau n'avait aucune lumière, hormis la lueur rouge ambiante du mode veille. Lars se tenait dans la fosse de visée, supervisant le calibrage du système de rotation du propulseur arrière. C'était une manœuvre que l'équipage avait baptisée lame tournante, une dispersion centrifuge utilisée pour dévier les projectiles de plasma et créer une inertie de recul pour ajuster la dérive en plein combat. Les dispositifs de rotation étaient désalignés d'un demi-degré,
expliqua son officier d'armes, le sergent Émile Stoïka. Rééquilibrage avec échange de ballast dans la baie? 4, répondit Lars. Et si le circuit hydraulique hurle à nouveau, échange dans la baie 4, répondit Lars. Et si le circuit hydraulique hurle à nouveau, coupe-le et utilise les broches de verrouillage manuellement. Stoïka sourit. À l'ancienne, Lars esquissa un léger sourire. Nous ne sommes pas là pour faire preuve d'élégance. À la limite de l'ombre gravitationnelle de la Lune, les L-Sides flottaient en silence. Sa surface ventrale était entièrement recouverte de panneaux miniers reconvertis, irréguliers et dentelés, parfaite pour la déviation et l'obscurcissement des scans. Dans la salle de guerre, Ézéchiel Ramirez examinait les vecteurs de formation sur une ardoise creuse. Des dizaines de formes projetées flottaient au-dessus de la table, chacune simulant des déploiements de la flotte Valador. Il grogna. Ils approcheront depuis l'angle polaire, en trivecteur, accélération maximale. Ils s'attendront à une résistance de la part du cercle de défense sud de Meliram. Le lieutenant Adam Fisher ajusta la projection. Vous pensez qu'ils utiliseront des destroyers ou des porte-avions? Des porte-avions. Ils supposeront qu'il n'y a personne d'autre dans le système. Ils ne nous verront pas arriver. Ils n'ont pas tort. Il glissa un marqueur sur la projection. Les lunes de Saturne s'illuminèrent, mais ils ne nous verront pas arriver. Ils n'ont pas tort. Il glissa un marqueur sur la projection. Les lunes de Saturne s'illuminèrent, mais ils ne seront pas prêts à nous accueillir. De retour à bord du Saladin, Samir Jalili se tenait à la baie vitrée de la passerelle, une dalle d'acier transparent faisant face à la paroi brute de la caverne. Pas d'étoiles, pas de ciel, que de la roche. Son bracelet émit un bip. Signal prioritaire crypté, canal direct, pas de trace d'itinéraire. Il appuya dessus. Une ligne audio plate s'ouvrit, puis une voix. Jonas Phoenix, appel à la passerelle. Toutes les unités. Un par un, chaque capitaine de Dreadnought rejoignit la ligne sécurisée. Pas de vidéo. Pas de nom. Que des voix dans le noir. Ici Phoenix, dit Jonas. Vous devez maintenir le statut d'ombre jusqu'à nouvel ordre. Commencez le positionnement final. Les formations seront transmises uniquement sur bande codée. Compris, répondit Ramirez en premier. Bien reçu, dit ensuite Ishikawa. Prêt, suivit Petrovitch. Samir, debout, confirma. Un silence, puis Jonas à nouveau. Pas de diffusion, pas de transpondeur, pas de lumière. Ce n'est pas une cérémonie. C'est une intervention directe. Rien ne fuit. Silence. Puis un clic. Le canal est fermé. Sur Rheinex Theta, Jonas était assis seul dans la salle de commandement auxiliaire, les yeux rivés sur les données provenant de la console tactique cachée. Ses doigts planaient sur la surface de contrôle tandis que de faibles vibrations d'énergie traversaient l'écran. Distorsion de phase. 3 points. Rapide. Instable. Il se pencha en avant. Les ondes pulsèrent à nouveau, fracturées, irrégulières. Jonas se pencha plus près de la console. Les Valador avaient commencé leur saut, et les humains étaient déjà en position. L'espace se replia sans prévenir. Une ondulation traversa le sous-espace. Puis le premier vaisseau de guerre Valador s'engouffra dans l'espace réel, comme une lame dégainée. Il s'élança en orbite au-dessus de Souternos avec la violence silencieuse d'un coup de fouet dans le vide. Élégant, anguleux, sa coque couleur titane brûlée. Des pulsars rouges scintillaient le long de sa colonne vertébrale, brillant d'une charge active. Derrière lui, un deuxième vaisseau émergea, puis un troisième, et bientôt des dizaines d'autres. Ils formaient un tintouin serré, espacement précis, formation parfaite, sans dérive. L'arrivée n'était pas précipitée, elle était délibérée, coordonnée, mesurée. L'avant-garde Valador avançait avec une symétrie brutale, les porte-avions calés derrière les croiseurs de pointe, flanqués d'escortes de chasseurs qui se déplaçaient comme des poignards dentelés. Pas de code d'enregistrement, pas de canaux diplomatiques,
juste l'écho des signatures de propulsion qui tremblaient sur les lunes de Souternus comme les pas d'une bête approchant dans l'obscurité. Dans la haute atmosphère de Méliram, les stations de défense du Conseil commencèrent à vaciller. Les avant-postes de Kravec d'abord, d'imposantes plateformes cruciformes aux toiles de boucliers superposés, suivies des dômes relais Oudari et des tours de communication Varung ornées. Puis le tremblement se propagea vers l'intérieur. Les parasites engloutirent leur relevé. Les canaux de commandement bégayèrent, puis se turent. Les couches de cryptage se fracturèrent sous la pression des vagues de distorsion synthétique comme jamais auparavant. Le Valador avait commencé à se brouiller. Puis la première vague frappa. 3 bombardiers Valador à long rayon d'action, en forme de faux allongés avec d'énormes pylônes sous-jacents, larguèrent la formation de tête et entamèrent une combustion silencieuse vers une orbite haute. Leurs charges utiles furent lancées à l'unisson. Des tiges cinétiques sans signature énergétique, impossibles à suivre en quelques secondes. Les satellites de surveillance du Conseil à travers le secteur commencèrent à disparaître. Implosion silencieuse. Panne totale sur Ryan X. Theta, Jonas Phoenix regarda la scène se dérouler sans cligner des yeux. La console devant lui resta d'abord inactive, puis vacilla, les capteurs humains isolés de son vaisseau contournant l'interférence. Une représentation filaire nette du champ de bataille apparut. 43 vaisseaux Validor en formation, se frayant un chemin vers Méliram. Il appuya sur une commande située sur le côté de son siège et agrandit la structure de la flotte. Son équipage attendit en silence. « Il est temps de contourner le vecteur », demanda-t-il. « 52 secondes », répondit le commandant Tybalt Trent, assis à sa droite. Il ne se précipite pas. Il s'aligne pour une frappe de pénétration complète. Jonas hocha la tête. « Ouvrez la porte. Qu'il voie ce que nous avons enterré. » Trent relaya l'ordre. « Exécutez les préparatifs de lancement. Commencez le protocole d'activation. » À l'extrémité du système, dissimulé sous la courbure ombragée de la 3e lune de Souternus, le sillage d'Elchid se déplaçait. Ézéchiel Ramirez se pencha sur son poste tactique, les yeux rivés sur l'holocarte tandis que le vecteur de la flotte Valador s'alignait vers la capitale. Sa voix était calme, presque décontractée. « Les lunes sont sur le point de naître, dit-il. »« Accusé de réception, » répondit la voix de Phoenix par communication cryptée. À bord d'Elcide, une lumière orange clignotait. Des alarmes silencieuses retentissaient sur les ponts inférieurs. Pas de sirène, pas de stroboscope, juste un changement de pression, la faible vibration des moteurs qui s'allumaient. À l'intérieur du cœur du réacteur, le réacteur tremblait. Son cœur, un ancien cylindre à fusion à double cycle conçu pour fonctionner sous vide minimal, se mit en marche avec un bourdonnement guttural. L'acier fissuré, renforcé par un treillis en titane, se détendait tandis que les orifices de ventilation libéraient l'air vicié issu de décennies d'hibernation. Les membres de l'équipage évoluaient en silence, les mains crispées sur les commandes manuelles, les casques scellés, selon des routines ancrées dans la mémoire par des mois d'entraînement. Dans la Tesla, Lars Petrovich se tenait près du couloir central tandis que les canons du Dreadnought se débloquaient de leurs attaches magnétiques. Chaque bras d'arme s'étendait vers l'extérieur, pivotant vers des positions de tir avancées, tels des membres sortant d'un sommeil mécanique. « Charge cyclique », rapporta le sergent Émile Stoïka. « Tous les systèmes sont au vert. » Lars parla sans se retourner. « Attendre jusqu'à la rupture de la ligne. Ce n'est pas nous qui faisons le premier pas. » À bord du Yamato, Kazuo Ishikawa était assis seul au centre de navigation. « Confirmez les calculs de saut, » dit-il doucement. « Paré, » répondit Markovitch. Kazuo pressa la paume contre le verrou de déverrouillage. « Ouvrez le compartiment moteur. Commencez la compression de l'enveloppe cinétique. » À l'extérieur du vaisseau, d'anciens évents de propulseurs se fendirent le long de la coque. Un gaz froid siffla.
Les panneaux extérieurs du vaisseau glissèrent par sections, exposant la mécanique brute du moteur repliable, d'énormes gyroscopes rotatifs enveloppés de stabilisateurs statiques. La pièce trembla sous l'effet de la force croissante. Saladin passa ensuite à l'action. Samir Jalili fixait le vide à travers le hublot. Le rocher devant lui trembla sous l'effet de la gravité, le cœur du réacteur se pressant contre la coque de la Lune. Des fissures se formèrent sur les parois de la caverne. De la poussière retomba. La puissance principale était à 89%, confirma Nouri par communication. « Ouvrez la porte de lancement », ordonna Samir. D'énormes bras de soutien se rétractèrent. Des sections de la paroi du tunnel se replièrent. Pour la première fois depuis des décennies, le nez de Saladin goûta à nouveau les étoiles. Système primaire verrouillé. Lâché à mon signal. Les cuirassés commencèrent à bouger. Depuis leur orbite, rien ne changea. Jusqu'à ce que cela change. La surface des lunes de Souternus se fractura. Pas une explosion, pas de chaleur, juste un mouvement soudain. Les plaques géologiques se rétractèrent dans un alignement précis. Des cratères s'ouvrirent, révélant de longs canyons déchiquetés. Et de ces gouffres, ils émergèrent, silencieux, massifs, prédateurs. Un à un, les cuirassés terrestres rampèrent vers les étoiles tels des titans endormis réveillés de tombes antiques. Leurs coques ne portaient ni insigne, ni couleur, ni blindage cérémoniel, juste du fer, des boucliers thermiques et des bancs d'armes saillants. Saladin s'éleva le premier, suivi d'Elcide, avec sa silhouette massive et ses bobines d'entraînement arrière allongées. La Tesla dérivait vers le haut, sa partie arrière tournant lentement. Yamato maintint sa position une seconde de plus avant de pivoter comme une lame sortant de son fourreau. Sur Renex Theta, Phoenix se pencha en avant. « Confirmez la séparation », dit-il. Trent répondit. « Les 4 vaisseaux sont prêts, pleinement actifs. » Phoenix hocha la tête. Sa voix était froide comme l'acier. « Commençons. » Le ciel au-dessus de Souternos se fissura comme une pierre sous la pression. D'immenses plaques tectoniques de croûte lunaire renforcées s'écartèrent en gémissant, se rétractant le long de fissures creusées des décennies plus tôt et jamais enregistrées dans les archives du Conseil. De ces plaies béantes à la surface de la Lune, les cuirassés terrestres surgirent, silhouettes noires se détachant sur les étoiles froides, sans lumière, sans peinture, inflexibles. Il n'y avait aucune lueur provenant du blindage, aucune formation cérémonielle, juste une masse brute et une intention silencieuse. Saladin se libéra le premier, moteur silencieux tandis que sa structure dérivait vers le périmètre extérieur de la formation Validor. Ses batteries ventrales pivotèrent en position, verrouillant leur première cible sans fanfare. Dans son sillage arrivait Elchid, se déplaçant latéralement tel un glacier qui se déroule, lentement, inévitablement. La Tesla fit pivoter ses stabilisateurs arrière, alignant son moteur de masse dorsale. Enfin venait Yamato, la coque reflétant à peine la lumière des étoiles, son moteur repliable s'éteignant à froid tandis qu'il avançait comme une lame dégainée. Sur Rhinex Theta, Jonas Phoenix se tenait derrière le poste de l'officier des communications. Priorité à la cible, encre de ligne, éliminer leur relais de commandement, dit-il d'une voix de pierre. Accusé, répondit la voix de Ramirez. Puis un silence. Arme libre. Elcide tira. Le canon gravitationnel du Dreadnought se déchargea sans un bruit, juste une impulsion d'espace comprimé qui scintilla tandis qu'il fonçait. Une demi-seconde plus tard, un croiseur Valador, l'un des avant-gardes en forme de tête de marteau et blindé d'un épais blindage en céramique, convulsa en pleine dérive. Sa coque se courba vers l'intérieur, puis se fendit le long de sa colonne vertébrale comme un tissu mouillé sous tension. Des débris tourbillonnèrent vers l'extérieur en spirales à grande vitesse. Le vaisseau n'explosa pas. Il se désintégra comme s'il n'avait jamais été entier. Quelques instants plus tard, Saladin le suivit. Ses canons avant lancèrent 3 salves successives. Impact direct. L'énergie frappa le bord de la formation de pointe des Valador.
détruisant 3 petits vaisseaux d'attaque qui venaient tout juste de commencer leur attaque vectorielle. L'attaque fut si rapide que leurs champs de défense ne furent jamais activés. Les vaisseaux se replièrent comme de l'étain pressé entre des engrenages. « Marquez! Laissez tomber !» aboya Ishikawa à bord du Yamato. Un coup sec sur les commandes. Une explosion de compression spatiale. En un clin d'œil, le Yamato disparut, puis réapparut sur le flanc du Valador, entre 2 croiseurs ajustant encore leur alignement avant que l'un d'eux ne puisse traiter l'anomalie. Les canons latéraux du Yamato tirèrent simultanément. L'un des croiseurs disparut en un éclair, l'autre dérivait, se scindant nettement en deux, les 2 moitiés brûlant silencieusement, tandis qu'elles tournoyaient. Vers le puits test de gravité de Suturnus, à l'intérieur du pont de commandement du vaisseau de commandement Valador. Vraxet 7, le stratège suprême Kalneraz, se dressait au-dessus de la fosse de contrôle engloutie. Sa silhouette était grande et large, drapée de segments superposés de plaques de guerre noire mates fusionnées directement dans son corps, non usées. Les crêtes de son armure de cou s'étendaient comme des nageoires émoussées, s'élevant à chaque fois que ses poumons secondaires se contractaient sous le plaquage. Sa peau, sombre et squameuse en motifs hexagonaux irréguliers, miroitait faiblement sous les lumières d'urgence, comme si elle absorbait la couleur plutôt que de la refléter. Les officiers autour de lui claquaient leurs mandibules selon un rythme fracturé, communiquant par des pulsations incrustées dans leurs plaques laryngées. Leurs membres se pliaient à des angles subtils et erronés, gracieux, mais inadéquats. Leur armure n'était ni sanglée ni montée. Ils s'étaient incrustés dans leur corps comme un échafaudage osseux. Leurs vêtements étaient sans couture, sans hiérarchie, seulement fonctionnels. « Que voyons-nous » demanda Kalnaraz d'une voix aiguë et gutturale. Le timonier, un jeune officier Valador coiffé d'épines neurales, siffla, confus. Pas de registre, pas de signature de disque, sources d'impact floues, système ne répondant pas à la cartographie des menaces. Kalnaraz fixait le vide. Au loin, 2 autres vaisseaux disparaissaient de la formation. Toujours aucune confirmation visuelle d'ennemis. Les Valador n'avaient aucun nom pour ce qui se passait. Aucun protocole. Leur simulation avait prédit des représailles du Conseil. Mais ce n'était pas ça, c'était autre chose. Puis, un son fendit le silence galactique. C'était quelque chose d'autre. Puis, un son s'échappa du silence galactique. Une transmission. Un canal ouvert. Une large bande. Il résonna sur toutes les fréquences du Conseil et de Valador, perturbant les communications militaires, les réseaux civils et les balises orbitales. La voix de Jonas Phoenix emplit le vide. Voilà ce qui arrive quand on sous-estime l'humanité. Puis le silence. Aucune menace, aucune déclaration, aucune exigence. Juste la vérité. De retour à bord du Saladin, Jalili fit pivoter ses batteries avant tandis qu'un autre croiseur approchait à angle d'attaque. Ses mains se déplaçaient avec une précision calme, actionnant des commutateurs physiques, alignant l'oscilloscope analogique. Derrière lui, l'ingénieur en chef Farinouri relayait les niveaux des condensateurs. Noyau stable. Amortisseur de recul activé, ordonna Samir. Feu. Nouvelle explosion. Un autre vaisseau détruit. À l'intérieur du Tesla, Lars Petrovich exécuta sa manœuvre. Le Dreadnought pivota rapidement sur son axe, libérant son inertie rotationnelle en une décharge gravitationnelle. La rotation expulsa des débris et des fausses lectures de capteurs de sa zone immédiate, offrant à son équipage une ligne de tir dégagée. « Cible acquise », confirma Stoïka. « Envoie-toi là !» Distia Partatlars. Le propulseur dorsal de la Tesla tira successivement. D'abord pour briser la zone tampon avant des Valador, ensuite pour disperser les unités d'intervention, et enfin pour percer leur formation arrière. Chaque tir fit mouche. Une douzaine de vaisseaux Valador tentèrent de se repositionner, mais il était déjà trop tard. À chaque ajustement,
Les dreadnoughts se déplaçaient avec une simplicité terrifiante. Sans délai, sans surcorrection. Juste des vecteurs et de la vélocité. Ils ne chassaient pas comme le Conseil. Ils ne se positionnaient pas comme les Kravix et ne se déplaçaient pas comme les Udari. Ils frappaient comme des prédateurs avec un seul objectif. De retour à bord du pont de Vraxitz 7, Kalnaraz grogna, ses griffes creusant les bords de la plateforme de commandement. « Activez le mode prioritaire », siffla-t-il. « Forcez la reconnexion. Purgez toutes les couches de brouillage. »« Pas de brouillage, stratège », répondit l'officier des communications d'une voix tremblante. « Ils sont invisibles. » Kalnaraz se tourna vers le hublot. Puis il le vit enfin. Yamato, émergeant de l'ombre d'une lune brisée, silhouette irrégulière et sans peinture, canons électriques chargés, lumières éteintes, le drapeau humain introuvable, juste de l'acier. Kalnaraz recula. Il comprenait. Ils n'étaient pas là pour gagner. Ils étaient là pour en finir. Il comprenait. Ils n'étaient pas là pour gagner. Ils étaient là pour en finir. À l'intérieur de Renex Theta, Jonas Phoenix s'appuyait sur le bord de la console. Autour de lui, ses officiers se déplaçaient avec efficacité, leur concentration intacte. La grille cible Theta 7 fut confirmée détruite, rapporta Trent. La formation ennemie s'effondrait. Jonas ne sourit pas, il ne hocha pas la tête. Il donna simplement l'ordre suivant. Continuez. Gardez le silence. Dans l'obscurité, les dreadnoughts obéirent. Le Valador se précipita pour riposter. À l'intérieur du vaisseau de commandement, Vraxet 7, les sous-programmes d'urgence s'activèrent. Des dizaines d'interfaces d'équipage secondaires s'allumèrent, affichant des protocoles d'interférence, des commandes de substitution synthétique et des contre-mesures d'essaim. Des opérateurs en armure noire enfoncèrent leurs doigts crochus, mi-chitine, mi-alliage, dans des panneaux de contrôle issus directement du réseau nerveux du vaisseau, initiant des liaisons de commandes neuronales vers les cœurs d'IA de la flotte. Une brume nocive s'échappait des conduits fissurés. Les plaques de pont vacillaient sous les pieds, gémissant de tension tandis que la couche exonerve du vaisseau convulsait sous elle. Désactivez le champ de brouillage. Lancez l'analyse de cible, aboya Kalnaraz, les épines dressées, les mandibules tremblant de fureur. Ce n'est pas du brouillage, stratège, hurla l'officier des communications. Il n'y a ni fréquence ni champ. Les cibles ne transmettent pas. Un autre panneau explosa à côté d'elle. Des étincelles jaillirent. Le pont trembla de nouveau. Le Valador n'avait aucun plan pour cela. Aucune IA heuristique conçue pour contrer les vaisseaux opérant sans couche de commande numérique. Leurs impulsions d'interférence résonnèrent dans le vide, cherchant des interfaces, des chaînes de code, des liens neuronaux, mais ne trouvèrent rien. Les cuirassés humains étaient plongés dans l'obscurité. Chaque manœuvre, chaque tir, chaque ordre était donné par la main, l'esprit, le souffle. Sur le pont du Tesla, Lars Petrovitch donna le signal. Lancement de la rotation des pales. « Confirmé », répondit Stoïka, déjà calé contre la cloison, le moteur de masse en charge, les stabilisateurs au seuil. Les propulseurs arrière du Tesla pulsèrent de manière irrégulière, et le vaisseau tout entier entama une rotation contrôlée à grande vitesse, son axe longitudinal se tordant comme si le cuirassé lui-même était une dague lancée. De l'extérieur, le mouvement paraissait chaotique. À l'intérieur, chaque panneau nervuré gémissait en signe de protestation. Les membres de l'équipage grinçaient des dents, la gravité artificielle ne parvenant pas à compenser. On aurait dit être à l'intérieur d'un marteau de guerre en plein élan. Alors que Lars achevait un dernier calibrage, une corvette Valador rompit sa formation et lança un barrage de charges de plasma volatile lancé en un arc décalé conçu pour submerger les boucliers énergétiques standards. Trajectoire en approche, avertit Stoïka, les yeux rivés sur la lunette cinétique. Balayage complet, faites confiance au calcul. La masse tournante de la Tesla a déformé les trajectoires du plasma.
Chaque charge entrante a traversé les vecteurs inertiels changeants créés par le mouvement du vaisseau. Une explosion de charge a explosé prématurément à quelques mètres de distance. Une seconde a effleuré la coque et a éclaboussé sans danger le blindage cinétique renforcé. La charge finale a dérivé au large de sa matrice de ciblage, perturbée par des profils d'impulsion inattendus. La Tesla a filé à travers le chaos et a stabilisé ses batteries dorsales, déjà tournées en position d'attaque. Tir de riposte, a déclaré Lars, un tir sur la corvette. Disparu près des panaches de gaz du Suturnus Saladadin, réorienté à mi-vecteur. Cible acquise, cria Faranouri. Croiseur Validor se déplaçant vers l'arc planétaire. Samir Jalili étudia l'edge affichage, puis tapa une commande sur l'interface analogique. Trop lent, murmura Jalili. Il ne se fiait pas au seul calcul. Il faisait confiance au timing, celui pour lequel on saigne, pas à la programmation. Sans cérémonie, Saladin sursauta. Une rapide compression spatiale fit pivoter le Dreadnought dans un tunnel de pliage, réapparaissant juste à bâbord du croiseur Valador. Ce brusque déplacement créa une onde de pression gravimétrique, percutant violemment l'escorte ennemie et la projetant contre la coque du croiseur. Impact. L'escorte s'écroula. Le croiseur perdit l'équilibre. « Ancrez-les !» ordonna Samir. Farah actionna le déclencheur. Une impulsion de gravité cinétique jaillit du lanceur latéral de Saladin, une implosion contrôlée de force directionnelle qui bloqua les deux vaisseaux Valador dans un vecteur de descente mutuelle. Ils entrèrent en collision, puis se brisèrent. En orbite au-dessus de Malirum, les réseaux de défense Udaris tentaient de redémarrer. Les officiers du Conseil arpentaient, paniqués, les ponts polissant les plaques. Les Udari eux-mêmes, polyarticulés, à la peau chitineuse, leurs carapaces tapissées de nodules réactifs, émettaient des pulsations saccadées de détresse. « Nous devons déployer des renforts !» hurla le haut maréchal Telren, un officier Udaris équipé de 2 paires de lentilles oculaires et d'un larynx incurvé accordé à 3 couches harmoniques. « D'où la flotte humaine émet-elle ? Elle n'émet pas !» s'exclama un amiral Crave X à côté de lui en frappant du poing. L'écran vide. Il n'y avait aucun signal, aucune balise d'identification. Ils n'étaient pas enregistrés auprès du Conseil. Les Crave X grands, plaqués d'une armure cuivrée intégrée à leur squelette, se déplaçaient avec une précision rigide. Mais maintenant, même eux semblaient secoués. Leurs cuirassés, stationnés en orbite cérémonielle, étaient paralysés. Aucun n'avait réagi assez vite. Leurs vaisseaux flottaient, armés et protégés, mais toujours pas d'ordre, pas d'initiative, attendant des protocoles qui n'arriveraient jamais qu'à aimer. À bord du vaisseau amiral du Conseil, l'accord souverain, les signaux clignotaient, défaillants, sur le pont de communication. Personne ne pouvait atteindre les systèmes de défense orbitaux de Melarim. Le blocus autour de la capitale était intact, mais pas le leur. C'était humain. En contrebas, dans l'ombre de la lune, Yamato se repositionnait comme une épée, dansant entre les courants. Les mains d'Ishikawa bougeaient en parfaite cadence, avec les indications de Markovitch. « 2 cibles se rapprochant de l'arc arrière, » dit Markovitch. « Réglez l'intervalle de repli à 9 secondes. Décalage de la cible au point de sortie. Je veux saigner leur poussée latérale. » « Ouais. » Kazuo attrapa la manette des gaz et retint son souffle. « Enclenchez !» Yamato disparut à nouveau, déplacé par une fenêtre de repli instable. Il émergea juste au-dessus des 2 intercepteurs Validor, où la traînée atmosphérique de la fine exosphère lunaire provoquait des microfluctuations dans leur contrôle de vitesse. « Lâchez la charge utile », dit Kazuo. Sous le Yamato, une salve de conteneurs à haute densité jaillit, chacun contenant une masse inertielle déstabilisatrice. À l'impact, les intercepteurs perdirent leur orientation. L'un d'eux partit en vrille et percuta son vaisseau jumeau. Tous 2 tombèrent dans la zone gravitationnelle de l'orbite interne de Souternus. En contrebas, la flotte humaine s'adapta sans problème. Le Valador commença à se briser. Sur le pont de Saladin,
Jalili repéra 3 vaisseaux ennemis changeant de cap. L'un d'eux décolla, puis un autre, puis 5 autres. « Il court !» murmura Nouri. Au sein de la flotte Valador, les protocoles de repli s'affrontaient. Certains vaisseaux tentaient une retraite complète, d'autres se figeaient en pleine manœuvre, attendant des ordres inexistants. L'esprit de l'essaim s'était fracturé. Charge, direction, détonation. Saladin lança une sphère unique, une pointe gravitationnelle, ne laissant derrière elle ni chaleur ni lumière. Elle décrivit un arc derrière les vaisseaux en fuite, puis déclencha une implosion contrôlée. Le vide derrière le Valador en fuite se tordit. Un croiseur fut projeté latéralement et en heurta un autre. Un troisième tenta de corriger sa trajectoire et heurta le bord d'un champ de débris. 2 explosèrent. Des fragments se répandirent comme des cendres dans l'espace. Sur Rhynex Theta, Jonas Phoenix observait depuis la salle de commandement. L'écran devant lui n'affichait que des traînées vectorielles et des signaux affaiblis. Tybalt Trent se détourna de la console. 14 unités confirmées détruites, 7 autres à la dérive. Jonas ne répondit pas. Il était concentré sur les motifs immobiles, la rotation des débris, l'hésitation des survivants. « Pas de poursuite », dit-il finalement. « Ils savent déjà. » Il ferma l'écran, tourna le dos aux étoiles. La galaxie venait de voir ce qui advint après le silence. La danse était terminée, et l'humanité avait pris les devants. Les cuirassés ne bougeaient pas. Ils flottaient en silence, suspendus au-dessus des lunes fracturées de Souternis, projetant d'immenses ombres sur des champs de débris à la dérive. Les moteurs refroidissaient, les canons se rétractaient, les lumières extérieures s'éteignaient une à une. Le champ de bataille n'était plus disputé, juste jonché des vestiges d'une force qui s'était crue supérieure. Jonas Phoenix se tenait au centre du poste de commandement auxiliaire du Rhynex Theta, les yeux rivés sur l'écran stratégique. La grille était immobile. Les formations humaines se tenaient en parfait alignement, sans cérémonie, immobiles. Au-delà, des nuages de débris tournoyaient autour des limites gravitationnelles de la géante gazeuse, et les quelques vaisseaux Valador intacts restants avaient disparu hors de portée des capteurs. Ils ne se regroupèrent pas. Ils prirent la fuite. Tybalt Trent rompit le silence. Tous les vecteurs hostiles étaient confirmés dégagés. Jonas ne se retourna pas. Coupure de courant. Trent hésita. Coupure totale. La voix de Jonas était basse. Finale. Qu'il regarde. Qu'il comprenne. Sur un écran secondaire, Jonas observait la salle du conseil. Qu'il comprenne. Sur un écran secondaire, Jonas observait la salle du conseil. Des dizaines de dirigeants extraterrestres figés dans l'indécision. Il ne dit rien. C'en était assez. L'ordre résonna dans tous les vaisseaux. Saladin, Yamato, Elchid, le Tesla. Un par un, les systèmes s'éteignirent. Les moteurs se mirent en veille. Les réseaux de ciblage se replièrent. Les communications externes furent coupées. Mais aucun ne retourna se cacher. Aucun ne se retira sous les lunes. Ils restèrent là où ils étaient, exposés dans leur victoire, comme s'ils mettaient la galaxie au défi de parler en premier. Sur la planète capitale de Méliram, les retransmissions du Conseil peinaient à suivre. Les chaînes civiles, encore saturées de contenu festif depuis quelques heures, étaient interrompues par la couverture d'urgence. Les satellites du Conseil, certains restaurés, d'autres piratés, transmettaient des images déformées, d'immenses navires de guerre inconnus en formation, des vaisseaux humains, aucun marquage, aucun signal, juste la forme et le silence. À chaque image, le même message se répétait. Les dreadnoughts étaient intacts, sans opposition. Derrière eux, les restes des vaisseaux Validor dérivaient en fragments tordus et calcinés. Les rares survivantes étaient bien visibles à longue distance, s'échappant avec des coques fracturées, des systèmes d'armes se sectionner, manœuvrant de manière erratique.
La galaxie commençait à comprendre. Loin du champ de bataille, dans les tours politiques de Virion, siège des forums diplomatiques du Conseil central, la secousse fit l'effet d'une onde de choc. À l'intérieur de la haute tour en spirale de l'Assemblée de l'arbitre, les voix s'entrechoquèrent. « Ils ont mis en scène !» gronda le commandant Drovarn de la délégation Krav X. Son visage allongé, marqué par les cicatrices rituelles et enchâssé dans une plaque d'os durci, était crispé par la fureur. C'est une ruse. Ils ont activé des flottes automatisées. Une illusion numérique. Alors, où sont les transmissions ? S'exclama le ministre Halem Rowan, un diplomate varun à la peau translucide et aux évents en forme de branchies le long du cou. Où sont les confirmations codées ? Les déclarations ? Pourquoi ne nous ont-ils pas parlé ? Drovarn s'avança, les yeux rivés sur l'image figée des vaisseaux humains. Sa voix, autrefois contenue, explosa. Ils ne parlent même pas. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est de la domination. Aucune réponse. Seul le bruit du système de ventilation résonne entre les colonnes. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin, dit le chancelier Rivek des Udari, grand, nerveux et à la peau argentée, d'une voix basse et analytique. Ils ne demandèrent pas la permission et ne voulurent pas être reconnus. Le silence retomba dans la salle. Sur tous les écrans alignés au sol du conseil, la même image tournait en boucle. Les 4 cuirassés de la Terre, toujours en vol stationnaire au-dessus de Saturnus, tels des monuments. Aucune arme levée, aucun signal, immobile, inflexible. Une voix venue du banc le plus éloigné, vieille et secouée, murmura « Ils ont sauvé Méliram ». Un autre suivit, où ils démontrèrent qu'ils auraient pu le laisser tomber. Et dans l'ombre, d'autres murmurèrent la vérité que personne ne voulait dire à voix haute. Pendant que le conseil défilait, les humains se préparaient, calculaient, attendaient. À l'intérieur de Saladin, le hangar était faiblement éclairé. Un éclairage de secours seulement, vacillant sur les cloisons apparentes et les rangées de panneaux de maintenance ouverts. Samir Jalili contourna un support de bouclier délogé, scrutant un bloc de données tout en marchant. Son épaule gauche était cabossée et des traces de carbone marquaient ses gants. Ramirez attendait près de la jonction arrière de la baie dorsale, accroupi près d'un conduit ouvert. « Des dégâts ?» demanda Samir. Ramirez ne répondit pas tout de suite. Il enfonça une articulation dans le panneau cabossé à côté de lui. « Minime. Ça a l'air pire que ça ne l'est. » Il enfonça une articulation dans le panneau cabossé à côté de lui. « Minime. Ça a l'air pire que ça ne l'est. Pas de victime. »« Pas encore, dit-il, puis il marqua une pause. Mais ils ont compris notre stratégie maintenant. » Samir hocha simplement la tête, le regard perdu. La prochaine fois, ils apporteront des ciseaux. Ramirez se leva, époussetant les débris de son uniforme. « Tu crois qu'ils reviendront ?» Samir leva les yeux vers la coque au-dessus d'eux, comme s'il pouvait voir à travers l'acier et les étoiles au-delà. C'est toujours le cas. Dans les quartiers diplomatiques de Varien, un silence plus glacial que l'espace régnait. Des dizaines d'officiels extraterrestres, Kravix, Yud-Dari, Varun, Raim-Tul et d'autres espèces inférieures, étaient assis, figés, les yeux rivés sur un seul écran. Un flux en direct. On y voyait l'épave toujours à la dérive. Le dreadnought toujours présent. Pas de discours de victoire, pas de revendication. Et puis, juste les conséquences. Et le message sans équivoque gravé dans le vide. Nous observions. Nous étions prêts. Et maintenant, vous savez. La chambre était scellée. Au plus profond de la flèche nord du principal complexe diplomatique de Virion, une salle circulaire de pierre noire et d'alliage vibrait d'une faible lumière ambiante. Les murs étaient bordés de fentes verticales d'une faible lumière cyane, symbole de neutralité, conçu pour maintenir toutes les espèces dans le même inconfort. Ils étaient assis depuis près d'1 heure. Pas un mot, pas un mouvement, juste des projections, juste l'absence.
Autour de l'holopodium central étaient assis 21 figures, chacune représentant leur bloc de pouvoir respectif. Krav X, Udari, Varun, Raimtul, Kalari et d'autres de moindre influence. Tout était silencieux. Tous observaient Pentio le même flux de données vides circulant dans les projections au-dessus de la table centrale. Pas de fichiers, pas de transmission, pas de récupération de boîtes noires, pas d'IFF récupéré. Les cuirassés n'avaient laissé aucune trace, si ce n'est la victoire. Le conseiller Vosek des Kravax fut le premier à parler. Sa voix était rauque, forcée à travers des rangées serrées de crêtes vocales minéralisées. Nous n'avons ni télémétrie, ni registre d'enregistrement. Leurs vaisseaux n'ont jamais été autorisés par le consortium de défense orbitale. Le ministre Rivek des Udari, assis à sa gauche, s'agitait avec inquiétude. Sa peau argentée reflétait la lumière creuse des vagues changeantes. Leurs moteurs ne correspondaient à aucun système de propulsion connu du Conseil. Pas de résonance d'IA, pas de traces de signature FTL. C'est comme s'ils fonctionnaient entièrement de manière analogique. L'ambassadeur Kelberin des Varun se pencha en avant. Ses plaques crâniennes translucides, révélant des éclairs de biolumière neuronale pulsés en dessous. Ce n'était pas une manœuvre militaire. C'était un message. Ce ne sont que des spéculations. Rétorqua Drel Kotar, un stratège de l'outil RAIM avec 4 mandibules et un exosquelette à ossature. Une poignée de vaisseaux non enregistrés ne constitue pas une autorité stratégique. Kotar rétorqua. C'était une illusion tactique de théâtre et le Conseil s'y est laissé prendre. Aucun officiel. Insigne, aucune chaîne de commandement diplomatique. Pour autant que nous sachions, un léger carillon l'interrompit. Toutes les lumières de la salle s'éteignirent d'un coup. Le podium central s'éteignit. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis, dans l'ombre, une phrase unique résonna dans les haut-parleurs. Transmission reçue. La salle se referma. Les sorties se verrouillèrent. Un souffle s'arrêta. Personne ne le réclama. Un écran noir s'alluma au-dessus du centre de la table. Des parasites, puis une structure. Un drapeau apparut. Champ blanc, emblème gris foncé. L'écusson anguleux du commandement de la défense de l'humanité. Un symbole que la plupart des personnes présentes n'avaient jamais vu auparavant. Il n'était pas enregistré dans les archives du Conseil. Cela ne faisait partie d'aucun accord de paix ni d'aucune charte diplomatique. Et pourtant, cela planait désormais. Indéniable. Puis l'image changea. Jonas Phoenix se tenait immobile au centre du cadre. L'arrière-plan était austère. Béton. Acier. Le drapeau derrière lui. Son uniforme ne portait aucun grade, aucune médaille, seulement une plaque nominative. Phoenix. Son regard se fixa droit devant, immobile. Il ne parla pas immédiatement. Le silence se prolongea. En avant, immobile. Il ne parla pas immédiatement. Le silence s'éternisa. Ni pour gagner du temps, ni pour dramatiser, mais pour les faire attendre. Puis, d'un ton si calme qu'il coupait comme un scalpel, il commença. Nous observâmes. Les mots atterrirent comme une pierre dans l'eau. Aucune inflexion, aucune élévation, juste la vérité. Nous vous observâmes ignorer nos avertissements. Nous vous observâmes défiler avec vos flottes à travers Meliram. Nous avons observé le Valador se faufiler entre vos protocoles, vos sens, votre arrogance. Personne ne vous a interrompu. Personne n'a bougé. Nous avons offert notre point de vue. Vous avez qualifié cela d'excessif. Nous avons cartographié les anomalies. Vous avez appelé cela de la paranoïa. Nous avons prédit la retraite. Vous avez appelé cela du désespoir. Jonas inclina légèrement la tête. Son visage restait froid, mais sa voix se fit grave. Nous ne demandions rien. Nous nous préparions. La caméra maintenait sa mise au point. Le silence entre les mots devenait plus fort que n'importe quel cri. Vous nous avez repoussés.
Vous nous avez qualifiés d'utiles, mais pas essentiels. Disciplinés, mais peu dignes de confiance. Compétents, mais non invités. Un silence. Personne ne respirait. Jonas s'avança, juste assez pour que l'image remplisse le cadre. Nous n'avons rien demandé. Nous n'avons rien exigé, mais nous observions. Jonas s'est avancé juste assez pour que l'image remplisse le cadre. Nous n'avons rien demandé. Nous n'avons rien exigé, mais nous observions. La salle du conseil est restée figée. Les poings du conseiller Vosek se sont serrés. Le regard de Rivek s'est porté sur ses assistances. Mais personne n'a osé murmurer. Les mots suivants de Jonas furent définitifs. Le commandement de la défense humaine a agi. Ni par vengeance, ni par faveur. Mais parce que la galaxie exigeait une correction, il prit un dernier souffle et prononça la dernière phrase avec un calme plus froid que l'espace. L'espèce humaine a répondu. La prochaine fois que vous déciderez du sort de cette galaxie et que vous choisirez de nous ignorer, souvenez-vous de Souternus. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Nous n'ignorons pas. Et désormais, nous ne demandons plus la permission. L'écran devint noir. Pas de musique, pas de fondu, juste la fin. Les lumières de la salle restèrent tamisées. De l'autre côté des bancs, personne ne parlait. Un assistant de Raimtul baissa son épine dorsale en signe de soumission. Un diplomate de Varun essuya lentement ses branchies d'une main tremblante. Même les griffes de Vosek frappèrent la pierre en silence. Personne ne parla. Pas immédiatement. Quelques délégués subalternes, Kalari, Voth, sous-représentants de Raimtul, se regardèrent, incertains d'avoir assisté à une déclaration de guerre ou à quelque chose de pire. Le délégué de Krav X finit par se pencher en arrière. La voix de Vosek était basse mais résolue. Ils ne proposèrent pas la paix. Non, répondit Rivek, le regard toujours fixé sur l'écran noir. Ils étaient lourds de conséquences. De l'autre côté de la pièce, la réalité s'imposait. Les dreadnoughts n'avaient pas disparu. Ils flottaient toujours au-dessus de Souternus, silencieux, présents, incontestés. Aucun protocole du Conseil, aucune mesure de défense, aucun traité établi au fil des siècles n'avait tenu compte de cela. Une espèce non invitée, méconnue et désormais incontournable. Le silence revint, et il persista. Ils avaient autrefois réduit l'humanité au silence. Maintenant, le silence était leur réponse. « Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. » Autrefois. Maintenant, le silence était leur réponse. C'est que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consulte le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important, et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.